Bienvenue à Rétro 50, l'émission qui parle avec les gens qui ont marqué la télévision communautaire Basse-Lièvre. Et aujourd'hui, Jean-François Joannis, un gars que ça fait 20 ans qu'il est ici. Tu célèbres tes 20 ans en même temps qu'on célèbre nos 50. Wow. Donc, tu es arrivé, tu me disais, en l'été 2002, si je ne me trompe pas. Hein? En été 2002, oui. Puis je veux dire que je trouve ça drôle, en introduction, quand tu dis une personne marquante, parce que j'ai comme pas l'impression d'une personne marquante. Là. Ça fait juste longtemps que je travaille ici, puis je suis pas parti. Tu sais. Puis quand tu dis que j'ai commencé il y a 20 ans, puis je m'étais dit, quand j'ai commencé, je disais, je vais me donner 5 ans. Après ça, je vais faire autre chose. Ben, je dis, sinon, je sais que c'est pas arrivé, je vais stagner là. Tu sais. Finalement, je reste Finalement, ça n'a pas été comme prévu. Non, ben, regarde, il y a toutes sortes d'affaires qui sont arrivées. Là. Principalement, je pense qu'on avait parlé qu'on a fait l'informel, mais bref, on risque de me répéter. Là, quand est venue la famille et tout ça, j'ai réalisé à quel point c'était avantageux de pouvoir travailler proche de la maison. Tout ça, me rendre au travail, c'est toujours une question d'une dizaine de minutes. Là. Ça va à peine. Là. Puis je regarde encore moins aujourd'hui avec le prix du gaz. Là. Oui. Rester proche de son travail, ça a toujours été un avantage, c'est clair. Même encore aujourd'hui. Tu sais, la télévision, ce qu'on est situé, bon, je suis proche de tout, là, les écoles, les enfants, tout ça. Fait que, quand il y a des activités, j'ai été capable de participer et être présent avec la famille. Pour moi, c'était bien important. Mais ouais, c'est ça, il y a 20 ans, j'avais été, j'étais venu à la TVC une couple de fois auparavant pour des projets personnels quand je suis sorti du cégep. On avait des projets, j'ai étudié en cinéma, puis là, on avait des projets de court-métrage qu'on essayait de mettre sur pied, puis je me cherchais une table de montage. Puis j'avais rencontré André à ce moment-là, puis c'est peut-être un an avant que je commence à travailler ici ou quelque chose comme ça. Puis, fait que j'étais venu rencontrer, puis je voulais utiliser cette table de montage. Dans ce temps-là, c'était un Avid, le système Avid. Puis dans ce temps, ça n'existait pas. Tu n'avais pas d'ordinateur à la maison là, pour faire du montage. Tu n'avais pas du montage sur ton téléphone, on s'entend. Puis Avid, c'était un gros système. Puis c'était cher aussi, très dispendieux. C'était très dispendieux. J'essaie de trouver quelqu'un pour nous aider dans nos projets. Puis je suis venu ici. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Mais pas longtemps après, il y avait eu une séance de formation pour avoir des bénévoles pour venir aider les productions ici. Puis je me disais, ça peut être intéressant d'acquérir de l'expérience en télé, même si moi, je trouvais plus cinéma à ce moment-là. Puis, c'est ça, fait que je suis venu faire la formation avec Gilbert Lantier qui donne la formation des bénévoles. C'est une bonne petite gang. Je pense que c'est une amie à moi, en fait, qui m'avait dit, qui était venue avec moi. Juliane, je ne me trompe pas, Juliane Coder, les gens de Bokian s'en souviendront. Les gens de mon âge, du moins. Puis, c'est ça, fait que je suis venu faire la formation, puis j'ai trouvé ça bien intéressant. Puis là, il y a un poste qui s'est ouvert là, au cours de l'été 2002, qu'on disait. Puis, j'ai appliqué. Puis je trouvais ça drôle parce que quand je pense que c'est mes parents qui m'ont dit « Hey, regarde l'annonce dans le journal », tu sais, puis j'ai dit « Ben, pas tant d'expérience là-dedans, pas tant d'expérience là. » Je l'ai un peu à cause des projets soit que j'avais fait ou ben non, sinon avec le cégep, tu sais. Puis je pensais pas l'avoir, mais je dis « Bon, regarde, on va l'essayer. » Puis finalement, ça a fonctionné. Il y avait André Lemay, André Soucy qui était là pour mon entrevue. André Lemay, c'est le directeur à Hall. À Hall, oui. Donc, il y avait André, puis il y avait M. Fortin, si je ne me trompe pas, qui m'a passé en entrevue. Puis, je me souviens d'avoir beaucoup insisté sur le fait que j'étais quelqu'un qui était minutieux dans mon travail en production vidéo, que je mettais beaucoup d'énergie et tout ça. Puis je pense que c'était les cartes qui m'ont permis d'avoir le poste. Hein. Puis, c'est intéressant de penser que c'était Marcel Hallé qui était là avant moi, qui faisait quand même un bon travail, mais souvent, c'était des gens qui travaillaient à télévision communautaire, c'était des gens que mettons, André Soucy connaissait. Puis il disait « Hey, ça tente-tu de nous aider à la télévision communautaire » tout ça. Puis d'avoir quelqu'un qui avait moindrement une formation au sein de la télévision communautaire, c'était pas... je n'ai pas souvenir qu'il y en ait eu d'autres avant que j'arrive, t'sais. Fait que, je pense qu'il était rendu à une étape qu'il voulait aller chercher des gens qui avaient plus d'expérience pour essayer d'avoir un produit plus peaufiné avec ce qu'il allait faire. Fait que, c'est ça. Fait que ça a fonctionné. Puis, c'est ça. Parce que là, on te voit à l'écran aujourd'hui, on va en parler plus tard, mais à l'époque, on était vraiment technicien. Le premier poste, c'était caméraman monteur. Écoute, j'ai retrouvé en feuilletant des choses, tu sais, que bon, on va parler de cette machine-là plus tard, mais elle cache ça ici et ça. T'as peur quand tu sors les affaires comme ça. Oui. Jean-François Joannis,
Dans le temps que j'avais des cheveux. Dans le temps que tu avais tes cheveux, les cheveux blonds, le jeune Jean-François qui, a 23, 24 ans à peu près dans ce coin-là. Oh my God, attends. Au 2002. Donc, on enlève 20, on enlève 20 ans. Calcul, c'est ça. Donc, 24 ans. C'est quoi encore. À l'écran? Oui, c'est une annonce probablement de sofa. Ouais. Et puis, on voit des écrans, tout ça. Donc, je vais mettre évidemment la photo en plus gros pour les téléspectateurs. Mais c'était tout un... c'est ça, mais ça, c'est le système à vide. Là. Ça, c'est le système à vide qu'on parlait. C'est drôle, parce que j'avais oublié qu'il y avait 2 écrans quand même dans ce temps-là. Oui. Puis, tu peux dessus? Oui. Ouais, c'est ça. T'avais... Ouais, OK, c'est ça. T'avais 2 écrans. C'est vraiment flou, ça fait longtemps. Là, mais dans le fond, le pire, c'est que ça a changé, mais ça n'a pas tant changé quand tu regardes ça. Ce qui a changé, c'est les performances des machines. Oui. Mais ce qu'on peut faire avec aussi. Mais dans l'essentiel, c'était la même affaire. C'était une timeline avec tes clips que tu amenais dessus, puis tu sais, ton in, ton out de ta clip originale que tu veux, que tu emmènes sur ta timeline, avec tes transitions. Toute la base était là. D'ailleurs, tu parles des 2 écrans, on les a encore. Et je suis persuadé. On a les 2, là? Oui, ces 2 écrans-là, on les a encore. Et je suis persuadé que si on les branchait, ça fonctionnera encore. C'était exclusif à Mac dans ce temps-là. C'était juste Apple qui fournissait la vide, si je me souviens bien. C'est ça. Oui. Après ça, ils ont changé, puis ils sont en analyse pour être sur PC. Plus de monde sur PC, mais dans ce temps-là, c'était juste Mac qui le faisait. Et de là que j'ai été habitué à travailler avec Apple, puis encore aujourd'hui, tu le sais. Et je me plains de tout ce qui est Windows. Puis un défenseur de Apple, bec et ongles. Ouais. Oui, puis non, mais bon. Là, tu me parlais de cette table-là, tu me dis, je vais te garder l'anecdote en ondes. C'est une table de montage, comme on peut le voir, comme on en a ici, une aujourd'hui, qui est différente. Là. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un switcher. Donc, pour un aiguilleur, c'est ça, un aiguilleur pour aller d'une caméra à l'autre. Aussi, on peut entrer d'autres vidéos. Ça, c'est vraiment ce qui fait que la télévision peut être scalée aujourd'hui avec différentes entrées. Tu as travaillé avec ça, évidemment. Ouais. Longtemps? Oh my God. Oui, parce que je pense que on a eu cette machine-là. C'est-à-dire, premièrement, ce que je t'ai pas dit tantôt, c'est que celle-là, elle vient du mobile de production qu'on a eu pendant un temps. C'était la console portative. C'était la portative, c'est ça. Parce qu'on avait essentiellement la même affaire, mais plus large. C'était plus gros, là, ce qu'on avait en régie. Là. Avec bien des pitons, puis honnêtement, je les connais même pas toutes. Là. Mais c'est drôle parce que là, c'est comme j'ai envie de peser dessus. C'est comme. Puis les touches, c'est vraiment différent de qu'est-ce que c'est les machines aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que ça, c'était la version petite qui était dans le mobile de production. Puis fait que c'est fait tapocher pas mal parce que ceux qui ont travaillé avec moi, là, j'ai réputation là, de. Attends, check bien ça. J'ai réputation de quand je switch. Je tapais fort ces affaires. Puis là, les caméramans me disaient, je pense à Stéphane, entre autres, qui travaille à Hall. Il me disait tout le temps, il dit, hey, vas-y, mollo, c'est switcher, tu vas le maganer. C'est quand même relativement fragile. Ouais, puis d'ailleurs. Mais c'était bien fait. Puis c'était solide, oui, c'est solide. Écoute, honnêtement, je les ai tapochés. Là, quand on faisait des productions, mettons, ce qu'il y avait de la musique, là, souvent, je suis peu dedans, là, puis je fais le beat, là, c'est comme, OK, go, la 3, go, la 2, puis là, je tape dessus, puis là, t'attendais, tac, clac, mais c'est ça, à tough à run. Fait que c'est ça, c'était le mobile de production, on l'a utilisé pour faire des affaires comme Buckingham en fête, entre autres. Puis la dernière utilisation, ça a probablement été le football dating, quand on faisait les matchs. Quand même. Ça a servi pratiquement ou ça aurait pu servir pratiquement jusqu'à quand on a changé de la définition standard ou HD. D'analogue ou HD, parce que fond, c'était analogique, puis là, c'est rendu. C'est en 2015 qu'on a changé. Ah bon, c'est ça. Donc, ça aurait pu servir jusqu'en 2015. Ouais. Puis, je suis encore convaincu que si on l'a branché aujourd'hui, probablement que ça fonctionnerait. C'est sûr qu'il y aurait un petit nettoyage à faire parce que la poussière s'est accumulée. Je te dis pas où je l'ai retrouvé. Disons que ça avait de l'âge et disons beaucoup d'humidité, de poussière et compagnie. Je l'ai nettoyé en masse pour la mettre en onde aujourd'hui. D'ailleurs, on parlait du mobile de production. Eh bien, j'ai une photo avec toi et Gilbert Lantier qui est dans le mobile de production. Ouais. Et puis d'ailleurs, on peut voir aussi que des machines, il y en a et pas mal. Ça, c'était vraiment. Bien caméra, oui, mais ça, je vais la mettre en surimpression. Ouais. Et
on le voit, si tu veux prendre la photo, Jean-François, il y a plusieurs choses qu'on voit là-dedans, notamment tout ce qui a trait au contrôle de caméra, ce qu'on appelle dans le jargon un CCU, un Camera Control Unit. Ça permet de contrôler vraiment tous les aspects de la caméra. Et puis, tout ce qui est montage, comme je disais avec André Soucy, eh bien, chaque fonction nécessitait obligatoirement une autre machine différente à cette époque-là. Puis un opérateur. Et un opérateur. Donc, les équipes devaient être beaucoup plus grandes. Les équipes devaient être plus grandes, mais la réalité, c'est qu'on n'avait jamais assez de monde. Mais juste une bémol, par exemple, je réalise qu'on a eu un autre switcher entre les deux que j'avais oublié. Ça montre comment est-ce que... Donc, si les gens le voient à l'écran, là, dans le fond, là, ça va être tu vois juste en avant de moi que c'est une console qui est noire, avec des boutons qui allument avec des lumières. Mais celui-là aussi, il y avait des lumières, mais bref. Mais c'est ça, c'était pas le même switcher, fait que ça te montre comment est-ce que ça fait trop longtemps que je cite et que je mélange encore des affaires. Mais bref, fait que c'est ça, on a dû avoir 2 switchers comme ça, parce que je suis pas mal certain que c'était pas ça qui était en régie. Là. Non, c'est ça. Peut-être que je me trompe aussi, remarque. Là, aussi, comme on dit, il y a eu beaucoup de changements technologiques. Puis ce qui est plaisant, ce qui est le fun avec toi, c'est que tu les as vécus. Parce que bon, si on parle, exemple donné avec André Soucy qui était là pendant 45 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais peut-être pas aussi rapidement. On a eu quand même des technologies qui ont duré longtemps, je pense aux vieux vidéos U-matic qui, ils ont été inventés autour des années 68-69. Et puis, ça a duré pour bon nombre, autour des années 2000. Je pense que la dernière station qui se servait de ça aux États-Unis est en 2002 à peu près. Oui, là. Donc, et puis, des stations communautaires auraient pu se servir de ça parce que, la définition était quand même la même. C'était déjà très bon à la base. Mais là, quand le HD est rentré, là, ça a changé la donne. Là. Bien, quand le HD, mais moi, la façon que je le vois, il y a deux grosses étapes, dans le fond. Tu avais l'étape de l'analogique, dans le fond. Puis après ça, tu as passé au numérique, puis tu as eu le HD. Le numérique, le HD, là, ça s'est comme superposé un peu. Ça n'a pas duré longtemps. Le numérique, tu avais le DV-Cam, qui s'appelait. Oui. Qui, dans le fond, je pense, c'est ça qui est là-dedans, si je ne m'abuse. Je pense que... Non, je ne les vois pas, les machines. Oui, c'est ça. Tu les vois en arrière de Gilbert, là, c'est des VTR DV-Cam, dans le fond. Oui. On en a d'autres modèles qu'on a eu ici en studio, qu'on a encore d'ailleurs et qui fonctionnent à la merveille. On les utilise pour quelques trucs encore, c'est vrai. Oui. Mais c'est ça, fait que tu as eu l'analogique, le numérique, puis le HD. Fait que là, il y a comme, nous autres, puis je me souviens, on s'était occupés, nous autres, en numérique. À un moment donné, il y a eu une campagne, c'était comme l'avenir est au numérique, tout ça. Puis c'est peut-être un petit peu... Tu sais, je me demande ça a-tu vraiment valu la peine de s'en aller en numérique pour passer au HD, alors qu'on aurait quasiment pu faire le saut de analogique à HD, là, parce que c'était vraiment proche un puis l'autre. Mais ouais, c'est ça, j'ai vu ces deux-là. Puis le premier numérique, c'était encore des rubans. Puis ça, c'est l'autre bout que je veux en venir, c'est que ça a été des rubans longtemps. Avant le HD, c'est même le premier numérique, c'était ruban. Là. Le monde aussi, les consommateurs moyens, il y avait le petit DV-Cam maison, là, c'était super populaire. Fait que, il y en a encore beaucoup d'ailleurs qui sont dans les foyers ici et là. Sûrement. Et puis justement de trouver souvent des vidéos qui sont encore fonctionnelles et deux. Peut-être le DV-Cam, c'est encore assez récent. On parle même le VHS qui commence à. On a eu beaucoup de VHS. Les VHS fonctionnels que tu n'as pas besoin de nettoyer les têtes de lecture à toutes les 2 minutes. Parce qu'on s'entend que le ruban. J'en parlais avec André, le ruban se désagrège avec le temps, ce qui n'est pas la même chose avec le numérique comme on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des cartes SD ou toutes sortes de c'est d'autres problèmes avec les disques de stockage. Oui, c'est ça. Mais c'est beaucoup moins gros que ce que c'était avant. Si on parle, juste les cassettes, il y en a encore dans ton bureau. Ça, c'est des cassettes DV-Cam qui sont quand même beaucoup plus petites. Et puis, ça prend de l'espace, ça prend de la place. Et puis, c'est difficile de prendre ça comme aujourd'hui, on prend du numérique. On va chercher un fichier, on l'amène dans son ordinateur, on le traite, on le passe, ça prend 2 minutes. Quand il faut aller chercher quelque chose de plus vieux qui n'est pas numérisé, c'est pas mal plus long. Oui, mais le travail de la mécanique, c'était tellement plus long de tout faire, peu importe ce que tu voulais faire. Puis l'autre aspect qu'on pense peut-être pas, avant le DV-Cam, il y en avait de la perte, là, mais à peine, c'était pas perceptible. Mais avant ça, quand tu faisais du montage, on parlait de génération. Quand tu faisais un montage, tu parlais de ton tape original. Là, mettons, tu faisais une première, une première coupe.
Là, tu perdais une génération de qualité d'image. Puis là, si tu voulais aller faire d'autres coupes après, mais tu t'en perdais à chaque fois, là. Fait que c'était complexe. Tu peux faire la superposition d'images, mettons, mais si tu voulais le retravailler puis le recouper, mais il fallait que tu perdes une autre génération de ton ruban, là. Fait que ça a pensé avant de dire, oh, on va aller faire une autre coupe, une autre coupe. En ligne dans ton montage, là, tu sais. Mais moi, je ne l'ai pas tant connu, ça, parce que, comme on a parlé, je suis arrivé avec Avid, là. Mais avant, une chance qu'on a eu ça, parce que c'est ça qui nous a permis, après ça, de faire des montages plus complexes. Hein. Plus rapidement aussi, j'imagine. Ben, je sais pas si on les faisait plus rapidement, parce que le hic avec la technologie, c'est que quand tu as quelque chose de meilleur, tu vois plus de possibilités de ce que tu peux faire. Je me souviens quand t'es arrivé avec le DV-Cam, puis après le Avid, j'ai commencé à faire du montage avec quand il est arrivé Final Cut Pro, qui à ce jour, moi, c'était le système de montage préféré. Hein. Là, tu avais des possibilités là, au niveau des effets, puis au niveau des filtres que tu pouvais appliquer. Là. C'était fou. Là. Là, tu te dis, OK, mais oui, tu pourrais le faire plus rapidement, mais là, quand tu vois les possibilités de ce que tu peux faire, tu dis, hey, je peux faire telle chose, puis telle chose, je peux faire mieux, je peux faire plus beau. Mieux, plus cool, plus intéressant, plus dynamique. Là, tu sais. Fait que j'avais pris, ça me fait penser que quand on est arrivé avec le show j'avais pris la relève d'un show qui s'appelait la CSC t'invite. Oui. Puis on se promenait dans les écoles, on allait voir les projets qui se passaient dans les écoles. Je disais, bon, c'est bien le fun, tout ça, tu sais, mais on va voir des jeunes, on fait des entrevues, mais tu sais, c'est pas nécessairement dynamique et intéressant pour que les jeunes écoutent ça. Mais là, quand j'ai eu, au début, c'était Avid, puis après ça, passer aux autres systèmes de montage, j'ai fait comme, c'est le fun de dynamiser ça, tu sais, pour que les jeunes trouvent ça le fun à s'écouter, là, tu sais, parce que tu sais, une entrevue d'émission, c'est essentiellement, tu sais, je sais pas, une série d'entrevues de 3-4 personnes qui parlent pendant 5 minutes. Ben, c'est pas si ça devient redondant aussi à un moment donné. Tu sais, la génération est habituée. Là, à ce temps-là, on avait le Musique Plus qui roulait encore, puis tu sais, c'était dynamique. Qu'est-ce qu'ils regardaient à la télé? Là? Je voulais que ça soit intéressant, ce qu'ils font. Tu sais, de la façon qu'on les représente, nous autres, à la télé, je voulais que ça soit aussi dynamique, tu sais. Oui. C'est moi qui est responsable partie costumes et accessoires. J'ai collaboré avec Mme Christine pour monter le scénario puis quelques chorégraphies. Et que ça a été, c'est drôle parce que ça a été vraiment un changement à ce moment-là à la TVC parce que puis j'ai eu des commentaires comme mettons de André entre autres qui me disait, il venait me voir et il disait OK, mais il dit pourquoi ta caméra bouge tout le temps quand tu fais ton show? Je dis parce que c'est comme ça qu'on fait de la télé aujourd'hui, tu sais. Moi je filmais ça à la Musique Plus, tu sais, avec super dynamique, avec des zooms et tout ça. Fait que ça faisait des shows plus fun à regarder pour les jeunes après quand ils se voyaient dans leurs entrevues puis leurs projets qui étaient présentés à la TVC, tu sais. La CSC t'invite. Ici Daniel Lafortune à l'école du Boisy de Buckingham, où nous rencontrons les élèves de M. Jean Bernard qui se sont mérité la première place au dernier tournoi de mini-basket régional et qui représenteront l'Outaouais au prochain championnat provincial de Bécomo les 1er, 2 et 3 avril prochains. Dans un deuxième temps, nous allons à l'école secondaire Armisdas où les élèves d'éducation internationale recrutent en fait des gens pour venir donner de leur sang une juste cause dans la communauté de Buckingham pour ces élèves et M. Yannick Franqueur, leur enseignant. Fait que c'est ça, la technologie a permis, je pense pas d'aller plus vite, mais plutôt de faire les choses différentes dans le fond. De se rapprocher aussi parce que on parle souvent de la télé communautaire dans le temps que c'était plus loin de ce que la télé dite professionnelle faisait à l'époque. Et puis ça avait l'air, bon, j'en parlais avec André, un peu, des fois carton-pâte. Ça avait l'air papier mâché un peu. Ça. Donc, ça a permis de se rapprocher. Puis aujourd'hui, je regarde ce qu'on fait, la qualité au niveau de l'enregistrement, aussi de l'éclairage et compagnie. Ben, ça c'est beaucoup plus proche de ce qu'on faisait, de ce qu'on fait maintenant en télé dite professionnelle. Oui, clairement. C'est plus proche. Puis on a eu des productions, tu sais... c'est sûr que moi, j'ai toujours trouvé qu'on est toujours un petit peu en bas quand on faisait des grosses productions parce que nécessairement, tu fais appel à des équipes de bénévoles, tu fais appel à des gens qui ont moins d'expérience, tout ça. Fait qu'il il y a so much que tu peux faire, mais considérant tout ça, c'était vraiment très bien quand même qu'est-ce qu'on était capable de livrer. Puis je pense justement, pour revenir au mobile de production,
c'est ce qu'on voit ici sur la photo qu'on parlait tantôt. On est en train de faire le Téléthon du Club Lyon, là, juste une jeune fille qui chante. Là. Ah, OK. Fait que je sais que c'est le Téléthon, ça. Je pense que c'était l'installation permanente dans la roulotte, là, à ce moment-là. Oui. Ça m'a l'air de ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. cette table-là. Fait que, tu sais, faire une production comme ça, là, c'est flyer. Pensez à une télévision communautaire qu'on était essentiellement, là, moi, Gilbert, Daniel, puis il y avait Sébastien dans ce temps-là. Fait qu'on était 4 techniciens. Daniel, je pense qu'il était en temps partiel. D'arriver et de dire, tu vas faire un show live qui dure 6-8 heures avec 5-6 angles de caméra, couvrir des entrevues, des bandes, c'est pété en tabarouette, là. Oui, j'avoue que c'est... Aujourd'hui, si on met ça dans une équipe, exemple donné, bon, on va prendre le Téléthon Enfant Soleil, exemple donné, écoute, c'est des équipes d'une centaine de personnes. Ouais. Nous, on faisait ça avec moins de 10 personnes. Ouais, à peu près 8-10 personnes. Ouais, vrai. Il y avait une rotation au niveau des bénévoles qui venaient à la caméra et tout ça, tu sais, mais c'est sûr qu'on tu peux pas livrer la qualité du Téléthon Enfant Soleil, là, mettons. Non. Là, mais évidemment. Pas loin en dessous, considérant qu'est-ce qu'on avait comme ressources, c'est incroyable. Là. C'est des petits miracles, ça. Là. Mais tu sais, faut penser aussi que ça va au-delà de... Il y a la production télé, tu sais. Je me rends compte aussi avec les années, peut-être que j'étais un petit peu trop focusé sur la qualité du produit qu'on livrait, mais au bout du compte, au-delà de ça, tu sais, c'est l'événement, tu sais, c'est la raison pour laquelle on le fait. Tu sais, on faisait ça... c'est un événement qu'on fait pour aider les familles dans le besoin, tu sais, puis aider le Club Lyon dans leur projet. Fait que tu dis, peut-être que ça s'agit avec l'âge, mais je réalise que, tu sais, bon, la qualité du produit, c'est important parce que les groupes qui se produisent, tu veux bien les livrer, mais en même temps, tu sais, ça va au-delà de ça, c'est plus la cause que n'importe quoi d'autre. Mais reste que, tu sais, je pense qu'il y a bien des groupes qui nous ont demandé des copies, il y avait bien des années qu'on a livré des bons shows, puis que, tu sais, c'était cool pour eux autres, après ça, de pouvoir voir, comment est-ce qu'ils étaient bien présentés à la télé. Parce que, justement, les gens aussi, il faut qu'il y ait parce que là, aujourd'hui, de plus en plus, on a vu au début des années 2000, quand est arrivé, l'explosion des chaînes spécialisées, l'explosion des chaînes en tout point. On est rendu maintenant avec 22 chaînes de sport qu'on peut avoir. Donc, si on veut intéresser les gens à se rapprocher un peu de leur communauté, ben il faut livrer un produit qui est intéressant à regarder. C'est clair. Et puis, tu en as fait des productions, bon, on en a fait, moi et toi, ensemble aussi. Une production, bon, on parlait du Club Lyon, une production qui t'a marqué vraiment au niveau, peut-être pas de la complexité, mais peut-être un peu plus au niveau de l'achèvement quand tu regardais le produit final. Fini, hein? Wow. Peut-être, mais c'est difficile. Ça. Il y en a tellement. Je peux comme pas en nommer juste un, tu sais, parce que il y a des choses que à l'époque, je trouvais ça vraiment trippant, mais ça m'a vieilli, mettons, tu sais. Comme? Ben là, peut-être l'histoire de Buckingham, là, le documentaire de l'histoire de Buckingham, c'est bien, là, c'est très bien, mais tu sais, encore là, on était justement là, à la rencontre des chemins, à croiser des chemins entre le HD puis le numérique, tu sais. Fait que ça avait été fait en HD déjà, tu sais, ça serait déjà pas pire, tu sais, mais j'avoue que ça, c'était quand même un projet, c'était un projet de longue haleine. C'était un gros montage, puis c'était plus ou moins 2 heures, là. Michel Pilote a fait un travail colossal au niveau de la recherche, puis de l'animation, puis tout ça. Voici 2 émissions au cours desquelles nous parlerons des événements qui ont marqué l'histoire de Buckingham ainsi que ses citoyens. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la première partie du documentaire « La longue saga de Buckingham ». Si Buckingham n'existe plus depuis 2002, dans le cœur des gens qui y habitent et qui l'aiment, Buckingham vivra toujours. Son histoire est remplie d'hommes et de femmes qui y ont façonné un endroit où il fait bon vivre. Cette émission veut leur rendre hommage. Ça avait été quelque chose d'assez spécial à faire. Écoute, il y avait... Parce que tu avais... Premièrement, c'est difficile de raconter l'histoire de Buckingham, puis là, elle célébrait ses 120 ans à ce moment-là, si je ne me trompe pas. Puis de raconter ça, alors que, tu sais, les débuts, mais t'as très peu d'archives, là, tu sais, on avait peu de matériel, il y avait des photographies, tout ça.
Fait que, tu sais, il y a un travail de numérisation, tout ça, qui était quelque chose, au niveau technique, assez difficile à faire, mais aussi de trouver le matériel, tu sais. Fait que Michel, il a fait énormément de recherches, puis on a travaillé en collaboration avec la Société d'histoire à l'époque. Mais c'est ça, on avait fait un setup assez, tu sais, je m'étais arrangé pour que les entrevues soient le plus dynamiques possible. On a fait des entrevues avec 2 angles de caméra. Il y en avait un angle un petit peu plus funky, là, tu sais, avec... Tu avais genre un moniteur, la caméra filmait le moniteur dans lequel on voyait la personne interviewée, tu sais, c'était ça un peu le concept. Comme on voit, c'est drôle parce qu'on le voit, tout le monde en parle souvent, Mais, fait que c'était ce petit concept-là, fait que c'était un setup plus complexe au niveau des entrevues. Puis après ça, au niveau du montage, ben là, c'était la première fois que je jonglais avec de l'animation. Tu sais, je pense que c'était Motion dans ce temps-là. C'était avec Motion dans ce temps-là, je faisais des animations pour animer des cartes topographiques de Buckingham, puis des animations qu'il y avait là-dedans. C'était quelque chose d'assez riche. Tu sais, là. En 1795, William Fortune, un loyaliste venu des États-Unis, fit une demande officielle pour arpenter le canton de Buckingham. C'est finalement son fils Joseph qui fit l'arpentage des 5 premiers rangs du canton en 1801. C'était d'envergure en tabarouette dans ce temps-là. Assez on avait prévu une date de sortie, puis finalement, ça a sorti plus tard que prévu. Là, fait que ça a été vraiment long. Mais ce qui m'a, au bout du produit, pour en revenir à ta question, c'était très satisfaisant que ça donnait. Puis les gens à Buckingham aiment beaucoup l'histoire. Hein, fait que on avait décidé de le présenter en ondes, puis bon, dans ce temps-là, on n'était pas sur le web. Fait qu'on avait vendu des DVD, puis on avait eu beaucoup de demandes pour les DVD. On en a eu pour des années encore ici, j'en ai trouvé quelques copies encore de ça. Quelques copies qui restent, oui. Mais c'est les seuls là, qui restent. Parce que je pense qu'il y a 2-3 ans, quelqu'un qui a appelé me demander si on avait encore une copie de ça. T'sais. Puis je l'avais pas trouvé, ça que tu avais trouvé. Fait que, ben, merci beaucoup, Jean-François, d'avoir été là. Puis, écoute, on peut pas ne pas continuer. Donc, on va se retrouver pour un autre épisode. J'aimerais remercier tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Ben, n'oubliez pas, on est disponible sur YouTube et ça va être disponible sur YouTube et aussi sur nos différentes plateformes. Suivez-nous pour Rétro 50. Merci et on continue ça avec Jean-François Joannis.